En quoi nos actions présentes engagent-elles le futur? C'est une vaste question qui concerne des domaines très différents selon des modalités et des degrés différents. Le futur proche, le futur lointain, des acteurs, toute personne existante, toute entité existante, tous les types d'espaces, que ce soit notre espace terrestre, ce qui se passe sous terre, ce qui se passe dans l'air également. Et mon propos est donc de m'interroger sur l'impact de nos actions présentes sur le futur et d'essayer de mettre en évidence certains modes opératoires à travers toute une série de verbes. Comment aujourd'hui est-ce que nous agissons et en quoi ces types d'actions affectent-elles le futur? Je voudrais donner ici quelques exemples. On parle souvent de la responsabilité, on parle souvent des générations futures, et des personnes ont dit mais la responsabilité c'est quelque chose d'éminemment subjectif qui dépend un petit peu de notre éducation, de la manière dont nous vivons. Les générations futures, de quoi s'agit-il? Nos enfants, nous voyons bien, nos petits-enfants, on voit toujours, mais lorsqu'il s'agit de la 4e, de la 5e, voire plus génération, nous ne savons pas finalement à qui nous nous adressons. Eh bien, certains philosophes ont tenté de fonder philosophiquement notre responsabilité à l'égard des générations futures. Fonder la responsabilité, c'est une action, c'est un moyen d'agir. Un autre exemple, c'est celui que nous avons à l'égard de nos enfants. Il est aujourd'hui possible, grâce au développement des sciences et des techniques, d'intervenir personnellement dans la conception d'un enfant, en choisissant son patrimoine génétique, par exemple lorsqu'il y a des donneurs de sperme ou des donneurs de vulve, ou d'intervenir à travers un diagnostic génétique pré-implantatoire ou pré-conceptionnel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'embryon, il est possible, par des analyses de cellules de ces embryons, de voir s'il est ou non porteur d'une maladie héréditaire et donc de choisir ou non de l'implanter dans l'utérus maternel. Donc nous avons un deuxième verbe, choisir. Nous avons la possibilité de choisir dans la conception de nos enfants. Nous avons aussi la possibilité de créer des fins pour des objets qui existent déjà. On nous dit que les organismes génétiquement modifiés, par exemple ceux que l'on voit dans l'agriculture, pourraient mettre un terme à la famine dans le monde. C'est-à-dire qu'on a d'abord créé des objets, des organismes génétiquement modifiés, et après, en un second temps, on tente de donner une justification à ces objets. Encore un autre exemple aujourd'hui, dans la création des robots. On nous dit que lorsque nous serons âgés, lorsque nous aurons perdu une certaine autonomie physique ou une certaine autonomie intellectuelle, des robots seront là pour venir nous aider. Mais les robots, ils existent déjà. Et donc on leur donne des objectifs, des finalités, après coup, en un second temps. Encore un autre exemple que je voudrais prendre d'action, c'est notre action à l'égard de l'évolution environnementale. Quelles sont les relations que nous pouvons tisser entre nos actes d'aujourd'hui et l'évolution environnementale? Lorsque l'on parle du changement climatique, lorsque l'on parle de la perte de la biodiversité, aujourd'hui, dans nos actes, qu'est-ce que nous faisons ou qu'est-ce que nous ne faisons pas pour cet environnement futur? Et enfin, je voudrais terminer par l'exemple de la littérature. Toute l'imagination, lorsque nous imaginons le futur, nous l'imaginons à travers nos rêves personnels, nous l'imaginons à travers des récits de science-fiction, nous l'imaginons à travers des projets politiques, à travers des discours idéologiques, mais finalement, le futur, comment apparaît-il dans ces mots, dans ces discours? Comment est-ce que ces discours construisent le futur? Donc, mon grand objectif durant toutes ces séances, c'est de partir à la recherche du futur à travers nos actes et d'analyser la manière dont nos actes nous engagent dans ce futur ou à l'égard de ce futur.